Salut les terriens. Alors les terriens de ce soir sont Virginie Efira. Alors votre actualité, Virginie Efira, c'est un film 20 ans d'écart qui est sorti mercredi et qui est un carton, mais c'est aussi un enfant. Oui, bah oui. Il sort quand? Dans 2 mois. Ah. Ouais. Un autre terrien avec nous ce soir, Jean-François Kahn. Alors, Jean-François, vous êtes ici ce soir pour un livre d'histoire qui raconte la France entre 600 avant Jésus-Christ et 500 après Jésus-Christ. Vous faites tellement chier que ça depuis que Sarkozy est parti, quoi. Voilà, ça me laisse du temps. Hein. En même temps, c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment est née la France, d'un coup, un peu comme le Harlem Shake. Hein? Autre terrien avec nous ce soir, Frédéric Lefebvre. Alors Frédéric, je voulais vous présenter Jean-François Kahn, vous connaissez? Ah, je connais Jean-François Il est Kahn. fan de vous depuis le début, C'est vrai, j'ai remarqué. Vous l'aviez mis dans votre dictionnaire, hein? Oui. C'était Dans quoi un la des- définition de Ça, Frédéric Lefebvre? J'ai oublié. Moi, j'ai pas oublié. Vous avez mis politicien, c'est vraiment pas sympa. Et autre terrien avec nous ce soir, Stéphane de Groot, bonsoir. Alors Stéphane, vous êtes belge. Eh oui. J'ai 2 comédiens belges sur ce plateau ce soir. C'est vous qu'on a échangé contre Depardieu, c'est ça, non? Qui gagne au change, je ne sais pas. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre invité du samedi 20h. Ce soir, le docteur Marc Géraud, qui raconte dans son livre « À cœur perdu » une transplantation cardiaque vue de l'intérieur. Voilà. L'émission s'appelle « Salut les terriens » et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors, Virginie Efira, rebonsoir. Il y a quelques jours, vous étiez invitée dans Bienvenue chez Coé sur Énergie 12. Vous étiez en compagnie de Marine L'Orphelin, Miss France 2013. Et là, quand Coé a commencé à faire des blagues sexistes à la Miss, vous l'avez sévèrement recadré. Je vais quand même vous poser la question qui se pose. Qu'est-ce que vous allez foutre dans les émissions de Coé? Ce qui m'a emmerdé, surtout, c'est pas tellement ces blagues, c'est le fait que, comme si tout ça était acquis. Ouais. Que cette pauvre enfant soit obligée de sourire à ça, que t'es lié à côté pareil. Enfin, comme si tout ça était parfaitement normal. Et donc, il a tout à fait le droit d'aller vers son humour à lui. Et j'ai tout à fait le droit de dire que c'est un peu lourdingue. Alors, ce qui est marrant, c'est que Coé, il avait l'air complètement étonné d'apprendre qu'il existait d'autres blagues que des blagues sexistes, en fait. Non, il a cru que j'avais un problème parce que ça parlait de cul. Ouais. Ce qui est absolument pas un problème, Bon, oui, on mais vous que du connaît, coup, il non, faut oui. l'assumer vraiment Oui. et en faire quelque chose. Oui. Alors, Virginie, vous êtes ici ce soir pour la sortie de votre nouveau film, 20 ans d'écart, le 10e. Alors, désormais, vous n'êtes plus une animatrice télé qui fait du cinéma, mais une actrice qui a fait de la télé. La nouvelle star, finalement, c'était vous. C'était Vous. C'est toi la Ah, c'est moi la nouvelle star. Monsieur Oh, te je dit suis que c'est lente, toi la là, nouvelle c'est pas star. possible. Ok, c'est alors tu, Stéphane, si tu peux faire systématiquement des Je ferai tout traductions. le relais. C'est ça. Si tu peux traduire en belge, Bien sûr. Voilà. c'est C'est sûr, assez ça serait proche mieux. du français d'ailleurs. Voilà. Ça serait mieux pour nous. Vous êtes passé de la télé au cinéma. C'est important de rester dans un milieu où il y a de la drogue. Ah oui, mais c'était mon premier critère de sélection. Oui. C'était la drogue, que vous ne soyez pas loin, enfin des choses Voilà. comme ça. Finalement, Voilà, on je est vous toujours là retrouve, moi ensemble, c'était... voilà. Alors maintenant que vous êtes une vraie actrice, vous dites des trucs genre... J'ai lu le scénario d'une traite et je me suis dit, celui-là, faut que je le fasse. Non, Elles disent ça, les filles. Hein, en le général. mieux c'est tout le champ lexical belliqueux. C'est-à-dire, Ouais. j'ai vraiment voulu défendre ce film, Voilà, je me c'est suis mise en danger, Voilà. tous ces Bien, trucs-là, bien, ça c'est bien. pas possible. Faudrait faire un dictionnaire comme ça des termes Ah utilisés oui, en Je promotion. me suis pas protégée quoi, pour Ouais, ce rôle. ouais. J'ai vraiment... Vous êtes donné à j'ai, fond. J'ai grandi. Et j'ai encore un peu du personnage en moi. hein. Oh, J'ai, j'adore. Bah voilà, vous êtes parfait. Non, mais Alors, vous êtes on est très fiers. actrice pour de vrai. Est-ce que vous êtes devenue chiante, limite casse-couille? Vous parlez plus de votre vie privée? Non, j'en parle trop. Ah, Après, chiante, oui, un peu chiante oui, quand même. Alors, vous êtes enceinte.
Ouais, c'est peut-être un rapport, d'ailleurs. Ouais. Vous l'avez fait vous-même. Vous savez pas, quand on est actrice, on adopte un petit Africain d'habitude. Mais ça va venir, chaque chose en Ouais, son temps. ouais. Voilà. Une fois que la carrière ira un peu moins bien, Voilà. adoption. C'est vrai qu'à cause d'un très vieux contrat, son deuxième prénom sera M6. Alors, complètement. Ouais, oui. Sinon, tout est prêt, votre valise est faite, la chambre de l'enfant a été repeinte, le père est toujours là. Le père, il est bien là. Alors, on va voir si vous êtes une vraie maman. C'est quoi un maxi-cosy? Maxi-cosy, maxi-cosy. Un maxi-cosy, maxi-cosy, Virginie. bah, le petit truc là. qu'on Bravo, porte, c'est la maxi-cosy. nacelle dans laquelle on transporte le bébé. Alors, votre bébé, vous le coucherez sur le dos, sur le côté ou sur le ventre? Sur le dos, non? Sur le dos, bravo. Ah oui. Ah ben non, mais attendez. Vous pouvez tuer l'enfant. Sur le ventre, ouais. Si le bébé a de la fièvre, vous lui donnerez quoi? Oh, bon Doliprane, Oui, 1000. Oui, Et de l'affection et de l'amour. Parce Non. que c'est tout ce qu'un enfant, Non. dont un enfant a besoin. un bain froid. Un bain Voilà. froid. Exactement, Stéphane, un bain 2 degrés en dessous de sa température. C'est vrai que Thierry Ardisson anime les maternelles. En voilà, fait. maintenant, je D'ailleurs, fais vous me tout. faites penser, je dois aller rechercher dans un bain un de mes enfants. Alors, votre nouveau film donc, s'appelle 20 ans d'écart. C'est l'histoire d'une femme qui couche avec un garçon qui a 20 ans de moins qu'elle pour donner l'impression de rester moderne et garder son job. C'est un peu la biographie de Claire Chazal, finalement. On était sur son plateau la semaine dernière. Et voilà. Quand je vous ai vus toutes les deux, je pensais qu'à un moment, vous lui diriez, Claire, finalement, le film, c'est votre vie. Non, mais c'est atroce ce que vous dites, en fait, parce qu'il y aura une présomption quand c'est une femme que ça soit par intérêt. Oui. Non, mais c'est vrai. Oui. Alors qu'un homme, on ne se poserait pas cette Non. question-là. Alors, vous jouez le rôle d'une femme de 38 ans dans le film, alors que vous en avez 35. C'est une performance d'actrice exceptionnelle. Il a fallu beaucoup, beaucoup d'heures de maquillage. Marion Cotillard dans La Môme à côté, c'est que dalle. Ouais. Parce que Vous c'est avez vrai que vraiment l'air c'était d'avoir cet air 38 adolescent ans. que j'ai. Ouais. C'est fou. Mais oui, c'est fou, c'est fou. On regarde à quoi ça ressemble. Moi, qu'est-ce que t'attends? Salut. Salut. Ça va? Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Bah écoute, j'avais perdu ton number, en fait. Ah. Et je me suis dit que le plus simple, c'était encore de passer. Carrément. Ça fait plaisir de te voir. Ah, tu me fais visiter? Oui. Ok. Super. Voilà, 20 ans d'écart de David Moreau avec Virginie Efira, bravo, Pierre Ninet de la Comédie Française et Charles Berling. Ouais. Et Pierre Ninet, qui est un garçon dont on parle beaucoup, est très, très épatant, je trouve, de grâce. Aïe, 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 vous avez craqué sur lui. finalement. Ouais, complètement. Ouais. Et alors, ça cartonne à mort, 75 000 le premier jour. Parfait. Ouais, c'est super, hein. Allez-y. Stéphane de Groutron, bonsoir. Oui. Vous êtes ici ce soir parce que vous êtes belge et vous êtes drôle. Et contrairement à la plupart des Belges, vous le faites exprès, vous. Ça vous fait quoi de vous retrouver avec Miss Beauty Belgium? De me retrouver avec elle. Ouais. On se connaît depuis un bon moment, Super Virginie. longtemps. Ouais. Ouais, vous étiez dans le siffleur ensemble, hein? Ah oui, mais même on se connaissait dans la Ah sphère bon intime, j'ai envie de Ah, dire. dans la sphère intime. Enfin, pas team Non, dans pas- la sphère, quoi. Alors, ce qui est très marrant avec vous, c'est que vous avez toujours voulu faire pilote de course et comédien. Oui, parce que c'est pareil. On se produit devant des gens, Ouais. il y a une montée d'adrénaline, c'est un spectacle, quelque part. Puis on a un costume, on a un habit de lumière, donc il y a pas mal de similitudes. Alors, vous dites, j'avais en tête un bonhomme comme Trintignant que j'allais voir à Francorchamps. Ce n'était pas un excellent pilote, plutôt un gentleman driver dans la lignée de Steve McQueen ou de Paul Newman. Donc, Oui, vous je voulais être mettez- Steve vous McQueen et Paul Newman. Mettez là-dedans. C'est pas mal, hein. Hein Ouais. Mais vous avez été pilote pendant 15 ans. Oui, quand j'étais petit garçon, je rêvais d'être pilote de course, d'être comédien, d'être cosmonaute, d'être pompier, enfin de tout faire, quoi. Ouais. Puis ma mère m'a dit c'est un peu compliqué d'être cosmonaute et d'être pilote de course. Ouais. Et j'ai dit ben non, pas du tout. Ouais. Et vous l'avez fait. Et je l'ai fait, oui. Et vous avez raté comme pompier. Et j'ai encore bon espoir de devenir pompier. Alors aujourd'hui, on vous retrouve sur scène à Bruxelles dans Le Prénom. Oui, au Théâtre des Galeries. Et le dimanche, dans Le Supplément,
à 12h45 sur Canal+. Alors, le concept de votre séquence, qui dure 3 minutes, c'est que Maïtena Birabin rigole quand vous parlez, en fait. C'est la base. C'est vrai qu'elle est morte. J'écris des trucs en me disant sur quoi va-t-elle rire. Et elle rit. Et donc je raconte n'importe quoi pour Et ça que ça fasse marche. rire. Hein. On regarde à quoi ça ressemble. Notre discussion pouvait enfin démarrer sous les meilleurs auspices. Je demandais alors à notre père, qui est soucieux, si sa position démissionnaire ne risquait pas d'ébranler une église entachée par des affaires de mœurs. Me fixant droit dans les yeux, longuement, il n'avait Dieu que pour moi, il me précise qu'il mettra un point cardinal à organiser sa succession avant de se retirer à Castel Gandolfo, la résidence d'été de Barbara Gandolfi. Là où les prélats se prélassent. Ben oui, après la pluie, le beau temps. Moi qui pensais qu'il irait dans un couvent, eh ben non. Il a refusé d'aller dans un monastère car il a encore des choses à dire. Et la bonne parole d'Évangélie à propager. Avant de partir, pendant qu'on nous sert un café carême, Benoît me confesse qu'à l'issue de son pontificat, il sera à nouveau un homme parmi les hommes, redevenant simplement Joseph. Le voilà bien Marie. Et que pour fêter son départ, il va organiser un grand bal mosquée où je serai cordialement invité. Bravo. Ça s'appelle Retour vers le futur. C'est chaque dimanche dans le supplément sur Canal+. Vous dites, pour moi, c'est plus que des jeux de mots, c'est jouer avec les mots. Tout à fait. Vous faites ça très bien. On dirait Raymond DeVos qui a fumé un pétard. Je trouve ça très ludique de jouer avec les mots, de voir où ça nous mène. super. C'est surtout un bonheur de pouvoir raconter n'importe quoi. J'ai vu que le bébé avait bougé pendant qu'il y avait Stéphane, non? Bien sûr, il a frétillé. Hein? C'est Ouais. marrant, hein. Il a du goût déjà. Non, mais tout ça est très agréable en fait. Ça fatigue juste. Ça va? Vous avez 85 ans, vous m'avez dit tout à Ouais. l'heure en arrivant. Vous êtes plus jeune que Jean-François J'aurais Kahn. dû qui en a faire que- 40 ans d'écart. Voilà, c'était la peur de SLT. Nous sommes toujours en compagnie de Virginie Efira, de Jean-François Kahn, de Frédéric Lefebvre et de Stéphane de Groot. Jean-François Kahn, rebonsoir. Est-ce que vous avez lu Belle et Bête, le livre de Marcella Yacoub, publié chez Stock et consacré à votre ami DSK? Non, j'ai lu des extraits, j'ai pas lu. Vous n'avez pas lu le J'ai livre? pas lu le livre en entier encore. Ah oui. Alors, au moment de l'affaire Nafissatou Diallo, vous aviez parlé de troussage de domestiques. Vous galérez beaucoup depuis pour trouver une femme de ménage? Ou peut-être c'est l'inverse. Alors, le problème, c'est qu'il y a eu aussi troussage d'escort girl, troussage de prostituées, troussage de filles dans les partous. Donc, c'est quand même... il y a eu beaucoup de troussage, en fait. On l'a appris après, effectivement. Alors, suite au tollé général provoqué par vos propos, vous aviez décidé, Jean-François Kahn, d'arrêter le métier. Vous aviez dit, 2 mots lancés comme ça détruit tout. Finalement, vous n'avez pas du tout arrêté. Depuis, vous avez sorti 3 livres. Bah, c'est pas du journalisme. Oui, vous écrivez quand même dans le Huffington Post. Oui, on est des citoyens, on prend position, on s'exprime. Non, mais c'est vachement bien ce que vous je fais écrivez plus de là. journalisme. Alors, le Huffington Post est dirigé donc par Anne Sinclair. Donc, vous êtes plutôt resté ami avec Anne qu'avec Dominique. Oui, mais enfin, ça n'a rien à voir en Non. l'occurrence. Mais c'est vrai, je suis Oui. resté ami avec Anne Sinclair. Oui. Et pour cause, c'est moi qui, quand elle avait 22 ans, je lui ai fait faire de la télévision. Eh ben, disons bravo. Ah, Le pull en mohair et le stylo Mont Blanc, c'est vous. 7 sur 7. ah voilà, c'est bien, non? Et maintenant, elle vous fait faire du journalisme. C'est Voilà. très bien. Alors, d'après Marcella Yacoub, Anne Sinclair lui aurait dit, à propos de l'affaire du Sofitel New York, qu'une pipe par une femme de chambre, il n'y a pas de quoi en faire un drame. Donc finalement, elle est d'accord avec vous sur le concept du troussage de Sauf domestiques. que je crois pas qu'elle ait dit ça. Non. Telle que je la connais, je suis sûr qu'elle Ah n'a ouais pas dit ça. Ouais. Non, mais il y a quelque chose d'incroyable. Oui. Incroyable. Oui. C'est que l'éditeur du livre Oui. a fait une déclaration au Monde. Écoutez bien, parce que on a du mal à y croire. Il a fait, parce qu'il y a des gens qui ont dit « Ah, mais c'est de la très grande littérature. Quoi, c'est une ignominie? C'est une abjection? Vous séduisez un homme, mais en fait, vous avez fait un contrat pour raconter ensuite vos nuits torrides, etc. » Quand même, bon. Ah, mais c'est pas grave, c'est de la grande littérature. Ah, c'est de la grande littérature, bah alors tout est permis. Heureusement qu'Hitler avait pas de style, parce que Oui. on dirait c'est de la grande... Mein Kampf, c'est de la grande littérature. Bon, très bien. Le type, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand elle m'a donné le livre, il n'y avait pas le nom de DSK, ni le lieu. Il était nul. Alors j'ai demandé de mettre le nom de DSK et le lieu. C'est devenu un chef-d'œuvre de la littérature. Et voilà. Messieurs, dames, c'est quand même incroyable. C'est énorme. Incroyable. Ce qu'on peut dire surtout, Jean-François, c'est que c'est du journalisme d'immersion.
Ouais. comme Harry Roselmack sur TF1. Finalement, Enfin, il y a des Marcella immersions Yacoub, plus agréables que d'autres, mais... Marcella Yacoub s'est immergée, comme de nombreux journalistes l'ont Du fait. gonzo, quoi. Oui, vous l'avez lu ce bouquin, vous? Mais je voulais pas le lire. Ouais. Vraiment, je trouve le procédé m'ennuie. Et, C'est de la littérature ou oui, pas? bien sûr que ça donne envie, mais je me suis détestée de le lire. Mais à partir de quand on a une overdose de ce sujet, de DSK, au fond? Mais oui, bien C'est- sûr. la limite, elle est mais où? je Parce crois que qu'elle c'est est passée, on n'en peut plus. Mais non, regarde ce livre, de nouveau, on repart. Oui, mais si on te le met là et qu'il y a un truc super voyeuriste, alors on a tous ces pulsions nulles en nous, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je les ai. Ça se vend super bien. Hein. Bah ouais. Entre nous, entre ce livre, ce qu'il raconte dans l'érotisme, est-ce que vous découvrez dans la vie des empereurs romains, que je raconte d'ailleurs, Oui, oui. enfin la vie sexuelle des empereurs romains, Ouais. excusez-moi, mais c'est la bibliothèque rose, le Ouais. bouquin de Marcella Yacoub. Ouais. Par exemple, Tibère, Tibère. il faisait élever des petits bébés. Oui. Il lui apprenait d'abord à sucer le sein pour lui sucer ensuite ce Oh que là vous là, pensez, ouais. et que ça le mettait dans un état d'excitation formidable. Une Voilà. pédophilie C'est tout à des- fait c'est terrible. autorisée. Tout ça. Terrible. Ouais. Et à part ça, il élevait alors des enfants de 8-9 ans, il les apprenait à nager pour que quand il était dans la piscine, il nage sous lui et qu'il lui fasse des papouilles. Tibère, il n'était pas au FMI, non? Yann Sinclair a quitté Tibère à un moment donné? Oui, elle n'en pouvait plus. Justement, vous me faites la transition, Jean-François, merci. Alors, vous publiez chez Fayard L'invention des Français du temps de nos folies gauloises. En fait, tout a commencé quand vous avez acheté votre fameux moulin dans l'Yonne. Et vous avez découvert que sur ce terrain avait eu lieu une bataille entre les 3 petits-fils de Charlemagne. Et là, vous décidez de vous intéresser à la période qui va de 600 avant Jésus-Christ à 500 après Jésus-Christ. 1000 ans dont on ne sait rien. Mais pourquoi ça m'a incité? Parce que les petits-fils de Charlemagne Oui. se sont fait la guerre pour se partager ce qu'était la Gaule. Et c'est très très important parce que de cette bataille est sorti ce qu'est devenu la France, ce qu'est devenu l'Allemagne, ce qu'est devenu l'Italie. C'est peut-être la bataille la plus importante de l'histoire. En plus, c'est une bataille où tous les pays européens ont participé. Elle a été épouvantable, horrible, ça a été un carnage terrible, très bien. Et pourquoi on ne la connaît pas? Parce que l'Église a dit, attendez, une bataille entre 3 frères, 3 chrétiens, aussi meurtrières, nous vous donnons l'ordre de l'oublier, n'en parlez plus, effacez-les, effacez-la. Et donc, on ne la connaît pas. Par exemple, vous opposez Vercingétorix et Vindex. Alors, Vercingétorix, en fait, contrairement à ce qu'on croit, c'est un gros loser. C'est vrai. Et après sa défaite, il se rend. Alors que Vindex, dont on n'a jamais parlé, lui, c'est le vrai héros. D'abord, ce qui est très drôle, c'est qu'il se soulève en 68, En mai 68. en mai 68. Ça plaît à Jean-François Kahn. Ah, c'est incroyable. C'est extraordinaire. Voilà un type, il est gouverneur de Gaulle, quasiment, à Lyon. Il est à Lyon, gouverneur. Gouverneur au nom de l'empereur, qui est Néron, en l'occurrence. Mais Néron, c'est le roi de France, à l'époque. Ouais. Alors, il fait une grande réunion de toutes les tribus gauloises. Il y avait 70 peuples gaulois différents. Il fait une réunion à Lyon. Ils arrivent de partout, etc. Ils se doutent de quelque chose, parce qu'il y a plus de public que d'habitude. Bon. Il monte sur la tribune et il dit, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Nous sommes gouvernés par un mec épouvantable, psychopathe, tyrannique, horrible, pour sauver l'honneur du monde. J'insiste là-dessus parce que c'est la première fois dans l'histoire qu'un mec provoque une révolte, non pas au nom du nationalisme, non pas pour... Au nom de l'universalisme. Au nom de l'universalisme. Dit, au nom de l'humanité, au nom des valeurs universelles, je vous demande, vous, Gaulois, de vous soulever et de rétablir l'honneur du monde, quoi, l'honneur de l'univers. Ouais. Et mec se soulève. Et alors, c'est drôle parce qu'ils disent des choses horribles sur Néron, pour les révolter. Et il dit en plus, Néron, dont on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Ouais. Et vous savez pourquoi il dit ça? Parce que Néron avait épousé 2 hommes. 2 fois, il avait organisé un grand mariage gay, mais avec toute la cour. Hein. Alors, naturellement, les Gaulois qui étaient païens rigolent. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Enfin, bref. Donc, il se révolte. Et il y a une grande bataille, etc. Et il se suicide. Il perd la bataille. Il se suicide. Contrairement Mais à n'empêche- Vercingétorix, qui Il ne s'est suicide pas. aplati comme une merde. Mais n'empêche Ouais. que Néron est renversé. Donc, en effet, il parvient à renverser la dictature. Voilà, Jean-François Kahn, des histoires extraordinaires, mais quand même, dans toutes les histoires que vous racontez, il y a beaucoup d'homosexualité quand même, Jean-François. C'est une histoire de PD, vous racontez, non? Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'homosexualité, oui. Pratiquement tous les empereurs romains avaient des millions, 1 million. Mais qui était assumé. Assumé, oui. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ça s'est un peu crispé? Oh, bah, le catholicisme.
C'est vraiment le christianisme qui a vraiment créé le Alors, vous tabou racontez total. un truc très marrant, c'est qu'en fait, en Gaule se développe à un moment la métallurgie du cuivre. Mais pendant un siècle, il y a des régions entières qui refusent de troquer le silex contre le cuivre sous la pression des syndicats. C'est extraordinaire. C'est formidable exactement que vous ayez remarqué comme ça. aujourd'hui. s'y croit. C'est-à-dire que les syndicats... Les syndicats du silex La CGT, disent, attendez, la concurrence, CGT du ça va perdre notre silex. emploi. Et ça me rappelle Jean-Yann. Jean-Yann Ouais. qui avait fait ce film. C'était 2 heures moins le quart Avant Jésus-Christ. Ouais. On s'y croirait. Oui, c'est ça. On va en reparler d'ailleurs dans l'édito de Blackout, ça. Alors, Frédéric Lefebvre, bonsoir. Alors, Frédéric, vous êtes donc l'ancien secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales, de la consommation. C'est vrai qu'à l'époque, vous étiez secrétaire d'État, même vous n'arriviez pas à vous souvenir de tous vos postes. Écoutez, c'était passionnant. Oui. Parce que c'est cette France dont on ne parle pas suffisamment, qui est cette France qui travaille, qui produit, qui donne de l'emploi et qui permet à la France, finalement, de porter son image à travers des savoir-faire, notamment. Tous ces métiers font la France. Il en parle comme d'une actrice qui vient de faire un film. Hein, Ouais, Jean-Marc. ouais, il est formidable. Ça fait plaisir de le retrouver. Parce qu'ils sont bien, les petits jeunes, là, les Benjamin Lancard, les Guillaume Pelletier, les Geoffroy Didier. Mais pour dire des énormités de droite, le boss, c'était vous quand même. C'était quand même vous. J'ai fait un petit best-of, mais bon, je vous demande pas de commenter, c'est juste pour le plaisir de s'en Juste souvenir. pour sourire. Le contrôle d'Internet, la détection des délinquants dès la maternelle, la dénonciation des sans-papiers, Vous avez raison de ne pas me demander de commenter, parce que c'est évidemment pas ce que j'ai dit. Mais rendre le travail politique- possible pendant les arrêts maladie. Quand vous demandez ce que vous lisiez, vous disiez Zadig et Voltaire plutôt que Zadig de Voltaire. Vous étiez vraiment formidable. C'est dommage qu'à un moment, on vous ait beaucoup moins vu. Mais Alors- il était bon dans les débats. Il Hein. était formidable. bah Il oui. était très bon dans les Il débats était- polémiques. je fais avec plaisir des débats. Quand on m'invite, j'en fais Non, mais d'ailleurs. c'est pas ça. C'est qu'à régulièrement. à un moment, vous avez changé. C'est-à-dire, quand vous êtes devenu vraiment secrétaire d'État, vous avez arrêté. Sarkozy a dû vous dire on te met secrétaire d'État, mais camembert, non? Vous pensez que c'est ça? Je sais pas, on vous a plus vu. Mais regardez. D'ailleurs, c'est l'époque où vous avez changé de look, regardez. Oui, ça, il faut reconnaître que Non, c'est mais- frappant. Hein. Vous savez, ça fait 30 ans que je fais de Oui. la politique, ce qui est ma passion. Il y a 2 manières d'en faire. Soit vous en faites par la parole, et c'est vrai que quand j'étais porte-parole de ma famille politique, c'était ma mission. Ah ben là, on vous voyait tout le Et temps, j'ai c'était génial. une habitude, c'est que je fais ce que je fais à fond. Mais quand j'ai été ministre, j'ai pu enfin agir. Bah oui, mais on Et vous la voyait raison- moins. On me voyait moins dans vos émissions. Alors, aux législatives de juin 2012, vous n'avez pas été élu député Et non. dans la première circonscription des Français établis hors de France, qui comprend les USA et le Canada. Donc là, vous auriez pu entrer au marketing chez Zadig et Voltaire. Vous êtes devenu avocat. Bonne idée. Je l'étais avant même. Bonne idée, parce que quand on fréquente Pasqua, Santini, Balkany, on n'est Vous êtes en forme, Thierry. Oui, on n'est jamais assez prudent, Frédéric, vous avez raison. Et puis il y a un think tank aussi, vous avez un think tank. Qui s'appelle Nouveaux Horizons, et qui a pour objectif, un peu comme quand j'agissais comme ministre, plutôt que d'écouter uniquement les experts, qui ont toujours beaucoup de choses à dire, et qui sont assez loin des réalités, Ouais. là, c'est de faire parler les acteurs. Quand je vois aujourd'hui, dans beaucoup de pays du monde, la croissance qui repart, et que je vois la France qui est en panne, eh bien, j'ai envie de travailler avec mes compatriotes, avec les acteurs, pour essayer de bâtir des solutions. Et là, miracle, l'élection de votre concurrente est annulée. Le Conseil constitutionnel a noté, comme la Commission nationale des comptes de campagne, qu'il y avait de graves irrégularités. Ouais. Eh bien, je vais vous dire, la première pensée que j'ai eue, c'est d'abord pour mon adversaire, Oui, j'ai vu ça, vous vous Qui n'a- demandiez. Vous qui êtes dit n'a- là, je me suis dit, mais qui il est n'a pas vraiment le droit de devenu se sympa ou quoi? représenter. Mais non, mais je vous dis ce que j'ai pensé. C'est cruel. Et en même temps, quelle chance de pouvoir à nouveau sillonner cette Bah, circonscription. bien entendu. À un moment, vous savez, qui n'est plus le même. Oui. Ce que vous dites Que en fait, Frédéric, c'est que en juin 2012, bon, les gens ne savaient pas encore très bien qui était Hollande. Là, ils ont compris, donc vous allez être élu en fait. En tout cas, ce que je vais faire, c'est qu'avec toute mon énergie et mon enthousiasme, je vais faire campagne. Je vais sillonner. Ça je, vaut mieux. je vais de Miami à Montréal, de Los Ouais. Angeles à New York, Voir en tous les passant par Français Toronto, d'Amérique. voir tous les Français. Et tous ces Français, d'abord, il y a de plus en plus de jeunes. Ah oui.
Il y a de plus en plus de jeunes qui C'est partent sûr. aujourd'hui. Ouais, je sais. De plus en plus d'entrepreneurs. J'étais à Atlanta. J'ai vu des conseillers financiers français. J'ai vu des chefs d'entreprise français. Moi, ça me fait mal quand je vois tous ces Français qui disent « on va tout vendre, on va couper avec la France Ouais. Parce que c'est ça qui se passe L'avantage aujourd'hui. que vous avez, c'est que représenter les Français à l'étranger, Ça fait voyager. avec Hollande, il y aura de plus en plus de gens. C'est une bonne idée. Ah ben, il y en a de plus en plus. Alors, en même temps, je pense que les Français de l'étranger, ils ont plus besoin d'un conseiller fiscal que d'un député, non, quand même? Vous savez, les Français à l'étranger, vous n'imaginez pas les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, y compris d'ailleurs des gens qui sont partis avec une seule idée, c'est revenir. Et qui, au moment où ils veulent prendre leur retraite, ne peuvent pas revenir. Pas uniquement à cause de la France, parfois aussi à cause de la politique aux États-Unis. Et où ils se retrouvent finalement à avoir créé une retraite là-bas, mais qui ne peuvent pas ramener en France. Ce sont des gens souvent qui sont oubliés par la France. Mais eux, jamais ils n'oublient la France. Ah, c'est beau. Jamais. Alors, vous faites partie du club des amis de Nicolas Sarkozy. Je vous le Alors, c'est vrai confirme. que c'est un peu comme le fan club de Claude François. Il y en a qui viennent déguisés en Sarkozy. On passe maintenant à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est Alexis Corbière, secrétaire national du parti de gauche, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Le nouvel accord sur l'emploi, c'est la flexi-sécurité à la française. Pour les patrons, ce sera plus facile de licencier et d'avoir recours au chômage partiel. Mais en échange, les salariés bénéficieront d'un meilleur accès à la formation, d'une meilleure indemnisation du chômage et d'une meilleure assurance santé. L'idée qui sous-tend cet accord, c'est qu'en France, les patrons ont peur d'embaucher. Ok, alors maintenant on va faire un petit test sur l'ordinateur. Ouvrez une fenêtre. En effet, une fois qu'un salarié a signé un CDI, il est si bien protégé par la loi que c'est long et coûteux de le licencier. Alors, tant mieux pour les salariés qui ont déjà un boulot, mais du coup, ça pénalise ceux qui voudraient entrer sur le marché de l'emploi et qui ont du mal, comme les jeunes, les femmes ou les travailleurs précaires. Si la France adopte la flexi-sécurité, c'est que le système a fait ses preuves ailleurs en Europe, comme par exemple aux Pays-Bas et en Allemagne, où le chômage a été réduit à 5,5%, soit moitié moins qu'en France. Ce qui est sûr, c'est que ça bouleverse les clivages politiques traditionnels. Dans le camp de ceux qui sont pour, on trouve le PS bien sûr, mais aussi l'UMP, puisque même François Fillon se dit prêt à voter le projet de loi du PS. Du côté des partenaires sociaux, la majorité des patrons est pour, comme d'ailleurs la majorité des syndicats. Bref, toutes les élites de la nation sont favorables à l'accord pour l'emploi. Mais il y a aussi les éternels mécontents. Autant unir nos forces pour essayer pour le combattre. Cette semaine, les manifestations organisées par la CGT et FO n'ont pas rassemblé grand monde. Mais attention, les adversaires de l'accord sont beaucoup plus nombreux que ça. Il faut y ajouter les partisans du Front de gauche, 11% des voix en 2012, et aussi ceux du Front National, 18% des voix en 2012. Du coup, faut vraiment espérer que la flexi-sécurité soit la bonne solution pour faire baisser rapidement le chômage, parce que sinon, ça fera forcément le jeu des leaders populistes. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Alexis Corbière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller de Paris et secrétaire national du Front de gauche. Bienvenue parmi nous. Merci. Donc, cet accord, tout le monde a l'air content, hein. Le MEDEF a dit que c'était une victoire. L'UMP dit que ça va dans le bon sens. La CFDT, la CFTC, la CGC sont OK. Et malheureusement, la CGT, FO, le FSU et le Front de gauche sont contre. Jean-Luc Mélenchon a dit « c'est made in MEDEF ». Ah oui, non, mais c'est un scandale. C'est bien qu'on en parle d'ailleurs, je vais vous dire. Là, il y a un mois maintenant, ça fait que commencer. Ouais. Déjà, il y a eu beaucoup de gens dans la rue, 200 000 personnes pour aujourd'hui Sur 65 millions s'opposer. d'habitants, Non, mais c'est parce pas que non ça plus fait là, énorme. on a un Ouais. débat qui commence et j'invite chacun qui nous regarde. Ça concerne des millions de salariés. Attention, il se passe quelque chose qui est une régression, un dynamitage du Code du travail. Aujourd'hui, il y aura plus de facilité pour licencier les gens. Moins de possibilités pour saisir les prud'hommes. Avant, c'était 5 ans, désormais sur 2 ans. Ouais, Il y a c'est vrai. il y a des heures supplémentaires qui ne vous ont pas été payées. Avant, vous pouviez aussi saisir les prud'hommes durant 5 ans. Désormais, c'est réduit. Mais le pire, je m'adresse là encore à tous ceux de réfléchir à cette question-là. Il y a la possibilité pour un salarié de le forcer à se délocaliser, Oui. à aller à 300, Oui. 400 km. C'est-à-dire que vous travaillez à Montpellier Et on s'il vous n'est dit... pas d'accord, et s'il n'est pas d'accord, licencié. voilà.
Eh bien ça, c'est une régression du Code du travail. Franchement, je veux dire, l'UMP en rêvait, le PS l'a fait et Parizeau applaudit. Il y a quand même 3 syndicats sur 5 qui l'ont voté, cet accord. Non, alors, la CFTC qui l'a voté, qui est un tout petit syndicat, au mois d'avril, ne sera plus représentatif. Donc c'est un scandale. J'ai compris, c'est une régression qui n'a pas été dite durant la campagne électorale. Très bien. Ouais, mais il faut le dire, parce que là, il y a un débat qui doit Il y a s'engager. d'abord une chose de vrai qui a été dite, c'est que ça n'a pas été dit dans la campagne. Ça, je reconnais que François Hollande a totalement caché qu'il pourrait être en faveur de la flexi-sécurité que nous défendons depuis des années. Bien sûr. Et, sauf que vous ne l'avez pas fait. Mais sauf que je vous rappelle, Thierry Ardisson... Les 35 heures, vous ne les même- avez pas supprimées non plus. Sauf que vous Voilà. oubliez quelque chose et qu'il faut rappeler à tous ceux qui nous regardent. Cet accord, il est le fruit Oui, mais Frédéric d'une Lefebvre- politique que nous avons engagée. Voilà. Et que vous n'avez pas menée à bien. Mais, enfin, pardonnez-moi, mais il y a une élection présidentielle qui vient rythmer la vie démocratique. Mais quand il y a des Mais Frédéric discussions Lefebvre- engagées par les partenaires sociaux déjà bien avant l'élection présidentielle, il est logique qu'ils aboutissent Ça ensuite. aurait été bien Et d'aboutir, moi- parce que et là, moi, regardez, Thierry Hollande, il Ardisson, est emmerdé, il est je vais obligé vous de faire dire votre quelque boulot, chose. là. Ouais. Je veux dire quelque chose. Je soutiens François Hollande, en l'occurrence, Et voilà. sur Voilà. cette question. Mais- Je trouve que ça ne va pas assez loin Oui. sur un certain nombre de sujets, notamment d'ailleurs dans la protection des salariés. Dans ce pays, on aide les entrepreneurs quand ils investissent dans les machines. On leur donne la possibilité de déduire. Par contre, quand ils investissent dans l'humain, dans la formation, on ne leur donne pas cette possibilité. Donc, je trouve que cet Vous irez accord... un peu plus loin J'irai- du côté des employés. Bien sûr. C'est génial. Et donc, Franchement, qu'est-ce que ça vous coûterait de dire, bah oui, on ne l'a pas fait, on a eu tort. Oui, Vous oui, croyez oui. que vous êtes crédible quand vous ne reconnaissez pas une erreur? Mais vous ne pouvez pas dire, il y a quelque chose... là, Quand il vous adore. dites- Vous voyez, il se met entre les Bah deux. non, quoi. Et je suis vous vraiment pouvez pas différent dire- de tout le monde. Vous C'est le pouvez pas centrisme. dire... Mais c'est le centrisme. Vous pouvez pas dire... C'est pas étonnant, finalement, Ah, qu'il ait c'est soutenu louche. Bayrou. Et c'est très condamnable, parce que le PS et la droite sont d'accord. Sauf C'est que pas tout un le argument. monde... Est-ce que quand, pour libérer la France, des gaullistes, des royalistes, des communistes, des socialistes se sont mis ensemble pour libérer le pays, c'était louche? Mais c'était formidable. Ce que je ne comprends pas dans la situation où est le pays, à cause du mou et du fou, eh bien pourquoi est-ce que aujourd'hui il ne fait pas une sorte d'unicatou? Je veux dire, allez, tous les représentants de toutes les corporations, des paysans, des commerçants, des capitaux, etc., on les met autour d'une table et on dit devant le pays, franc jeu, à quel sacrifice vous êtes prêts? À quelle concession vous êtes prêts? Qu'est-ce que vous êtes prêts à lâcher? Qu'est-ce que vous êtes fait après pour le pays? Vous, Madame Parizeau, vous. Et les gens verront. Jean-François Kahn, mesdames et messieurs. Parlons concrètement. Par exemple, tout le monde connaît Xavier Mathieu. La vraiment figure de de- Xavier Mathieu, c'est Xavier Mathieu, il est ouvrier venu ici. des Continentales. C'est quoi le problème de Continental? On a forcé les salariés en leur disant « baissez vos salaires, sinon la boîte va fermer ». Et après qu'ils aient baissé leur salaire accepté, la boîte a quand même fermé. C'est un scandale. Ça, c'est compris dans l'accord que j'appelle « Made in MEDEF ». C'est-à-dire la possibilité, notamment pour les chefs d'entreprise, de forcer les salariés en leur mettant le pistolet sur la tempe et les forcer à des baisses de salaire. Ça ne produit aucun effet. L'ultralibéralisme, on le voit dans tous les pays où c'est essayé, c'est-à-dire plus de droits. Mais pas vous, le ça vous fait sujet. tiquer. Mais c'est le C'est sujet. pas le sujet. C'est-à-dire- Il y a des millions de Il y a- Français qui, aujourd'hui, parce qu'ils sont dans des petites entreprises, n'ont pas de complémentaire santé. Cet accord 30 doit Donne permettre... la mutuelle à tout le monde. Mais bien sûr. Absolument. Il faut... Non, mais il y avait d'autres moyens. C'est un accord... C'est un cadeau pour les assurances privées, alors qu'il y a aujourd'hui des organismes publics qui Enfin, peuvent assurer regardez la l'intérêt santé. des Vous ne salariés. pouvez pas vous enfermer dans un négativisme radical C'est- et Voilà, total. c'est un mais peu Je je quand fais même- des propositions. Alexis, non, Je c'est fais quand même, des- Mais écoutez mes c'est quand même un peu propositions. vrai. Quand on voit la Non, mais CGT Thierry Ardisson- qui se bat Non. pour qu'on garde ouvertes des usines qui, de toute évidence, sur le plan économique, doivent fermer parce qu'elles n'ont plus d'avenir, je trouve ça même malhonnête Mais la réalité- envers les ouvriers. Arrêtez ce discours. Aujourd'hui, vous avez des fonds de pension aujourd'hui qui sont propriétaires d'entreprises et qui licencient uniquement pour augmenter les bénéfices en direction, notamment de leurs actionnaires. C'est ça la réalité du capitalisme du 21e siècle. Vous avez encore un modèle, pardon, c'est le vieux capitalisme du 20e siècle, votre affaire. Vous ne m'avez pas répondu à cette question. Ceux qui nous regardent, est-ce qu'ils ont envie que leur boîte, elle leur dise, ben mon gars, tu vas aller bosser à 300 ou 400 km et si Bah, t'es pas écoutez- d'accord, t'es licencié sans aucun droit. Enfin, moi, j'ai du mal à trouver ça grave parce que mon père, il a passé son temps à faire Non, mais ça. attendez, moi, attendez, que les choses soient claires. Moi, Parce je suis qu'il un petit avait besoin de ça provincial. pour bouffer, Non, mais vous moi, voyez. je suis un petit provincial qui est venu bosser à Moi Paris. aussi, Je moi dis pas aussi. qu'on doit rester le cul plombé dans Moi l'embranle année. aussi, C'est moi pas ça aussi. la discussion. Mais tout de même, c'est des projets de vie. Ok, stop. Vous êtes un observateur, vous êtes belge, vous n'avez même pas de gouvernement d'ailleurs, je crois. Si, on a retrouvé quand Ah, même. vous avez Non, un non, gouvernement. c'est vrai, nous, on n'a pas eu de gouvernement pendant plus d'un an. Ça s'est super bien passé. On est descendu une fois dans la rue. C'est vrai qu'il y a
Il y a une nature française de vouloir... Oui, que moi je trouve super d'ailleurs, que j'adore. Ah oui, mais c'est un constat. On arrive à des blocages. Ah oui, oui, comme c'est ceci. un pays qui est nettement Nous, plus... on a le culte du compromis, on a ouais, des complètement. gouvernements de toutes les couleurs. Et comme disait Jean-François tout à l'heure, Laisse-les parler. Le mariage gay chez nous, ça s'est fait... il y a 10 ans. Enfin, oui, sans que ça fasse... Ouais, en 15 jours. Oui. Après, on a une culture, nous, du compromis que je trouve absolument nécessaire, quoi, aussi. Il n'y est pas en France. En France, compromis, c'est compromission. Bah c'est là, ça c'est le en train, quand problème. même. J'ai fait une d'avancer petite vers- remarque. C'en est un compromis, Un là. petit peu, oui. J'ai fait une petite Il faudrait le remarque. défendre. Oui. C'est que moi, je suis pour qu'on puisse aller à 100 km pour trouver du travail, mais à ce moment-là, fallait pas privilégier la propriété de son logement. Oui. Si vous faites une politique d'encouragement à la propriété du logement, vous créez un problème si vous dites vous allez à 600 Du tout. km. Il y a une contradiction. Pas du tout, vous Bien. pouvez vendre votre logement. Alexis Corbière, merci d'avoir été avec nous. Formidable. Vous avez porté la parole du Front de gauche. Merci à vous. Merci beaucoup. Jean-François Kahn, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Vous êtes très, très en forme, Jean-François. Nous sommes toujours en compagnie de Virginie Efira, de Frédéric Lefebvre et de Stéphane De Groot. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Marc Géraud. Bonsoir. Alors, Marc Géraud, lorsqu'un grand chirurgien se retrouve sur une table d'opération entre la vie et la mort, à quoi pense-t-il? Cette étrange situation, vous l'avez vécue. Frappé par un terrible infarctus à l'âge de 45 ans, il a fallu vous greffer un nouveau cœur. Et là, vous avez découvert l'envers du décor. La cruauté des diagnostics, la douleur des opérations, l'attente des résultats et les rechutes. Alors, vous racontez tout ça dans un livre intitulé « À cœur perdu », publié chez L'Appart. On en parle à 20h. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie » Souriant ce soir. Oui, enfin, je souris, mais c'est dur de se remettre à la fois du départ du pape et de la mort de Stéphane Hessel. C'est vrai. Enfin, je plaisante. C'est pas... Enfin, je veux dire, le pape, c'est dur. Pour une fois qu'on avait un pape un peu poétique, c'est un puceau qui va expliquer aux Africains la sexualité en latin. Mais sans plus attendre, passons en revue cette semaine tellement incroyable, passionnante, où chacun dans son travail et d'autres dans leur chômage ont pu méditer cette phrase de Sioran, « À quoi bon ?» Politique. Alors, Véronique Jeunesse se lance dans l'arène. Alors, elle a déclaré un truc formidable. Je ne suis ni raciste ni xénophobe, je suis agnostique et la séparation de l'État et de la religion me va bien. Une phrase qui a à peu près autant de sens que de déclarer « je ne suis allergique ni au gluten ni aux huîtres, je prends dans le cul et l'ouverture des magasins le dimanche, ça me convient ». Cela dit, moi, Jeunesse, je l'envie. Hein. Elle boit pas et pourtant elle a l'air tout le temps bourrée, donc c'est un peu... Autre femme de la semaine, Ségolène Royal, qui nous gratifie d'une fulgurance. Les femmes sont de meilleurs gestionnaires que les hommes. Bah, c'est normal, elles gagnent moins, donc elles sont obligées de... Ségolène Royal qui justifie le truc. Voyez-vous, Frédéric Lefebvre, elle dit « Les femmes ont l'habitude de gérer un budget familial. » Alors, je lui rappelle qu'en général, budget familial, c'est juste une autre manière de dire salaire du mari. Donc, elle est nommée à la BPI, là, elle va faire gestion des finances, je sais pas trop quoi. De toute façon, sa seule expérience, c'est quoi? Gérer le Poitou-Charentes, ça doit pas être très compliqué. Je veux dire, entre filer une subvention tous les 4 ans au Vendée Globe et payer la blanchisserie de Passepartout à Fort Boyard, enfin, c'était pas être... c'est pas... You know... Just things just get done, you know. No, I know you speak English, so you know, I profit of the situation. Haute joaillerie. Une ligne de bijoux style esclave a été lancée. Enfin, moi, j'étais extrêmement content. Oui. Mais évidemment, ça fait polémique dans ce pays tout de suite. Hein. C'est très mal vu d'être à la fois soumis et coquet. Hein. Oui. Alors qu'il y a du progrès. Pour une fois qu'on propose des bracelets en or, donc quelque chose d'hypoallergénique, enfin, je veux dire, esclave peut-être, mais sans tétanos. Alors, c'est sûr, bien sûr, que l'esclavagisme, ce n'est pas bien. C'est vrai. C'est vrai que c'est un vivre ensemble qui ne laissait que peu de place au dialogue social entre employés et patrons. Après, on peut dire ce qu'on veut, mais eux, au moins, ils avaient un travail. C'est factuel, c'est pas moi, c'est les chiffres. D'où la question, vaut-il mieux être libre et chômeur ou esclave et occupé? International.
Chavez est mort. Vous savez, Chavez, le mannequin Gosport bariolé. Alors, espèce de Kim Jong-il qui fait la lambada. Alors, quand même, 2 ans de combat contre le cancer et il ne l'a pas vaincu. Ça, c'est quand même dommage. Ça aurait fait un chouette invité de 3e partie. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Quand même, l'ironie de l'histoire pour un gauchiste altermondialiste succombé à un cancer du côlon. De toute façon, moi, je sentais que c'était la faute. Quand tu vois un vieux président se promener en jogging, c'est soit il est malade, soit il est fou. Donc c'était un peu... Alors, mercredi, il paraît qu'en dépit de la mort de Chavez, les marchés n'ont pas plongé. C'est un marché financier qui plonge après la mort d'un marxiste. C'est tout, il n'y a pas de blague, je trouvais ça suffisamment drôle. Alors si... bon, très bien. Alors, le seul talent de Chavez, il y aurait beaucoup de gens qui chouinent. Enfin, c'est quoi? C'est de savoir ouvrir une pipe à fioul. Enfin, je veux dire, le Venezuela, c'est quoi? C'est un Qatar laïque. Chavez, c'est un cheikh Joby Joba. C'est tout un peu un pompiste avec un treillis 5 étoiles. Alors, j'espère qu'il apprendra au moins un truc à l'extrême gauche. L'avenir, c'est pas les âgés branlettes dans un atelier carrosserie, mais les gaz de schiste. C'est ça, le vrai truc. Mélenchon qui chiale, parce que Chavez est parti. C'est vrai qu'on a perdu le soleil de la Cordillère, le cher leader de la pompe à fioul. Mélenchon, il en est toujours aux années 60, hein, c'est terrible quand même. Mélenchon, on dirait vraiment un Minitel déguisé en MacBook, quoi. C'est un truc international toujours. On a tué des chefs salafistes au Mali. Bah, il paraît, on n'est pas sûr. Certains disent qu'il s'agit d'Abou Zayed Ben Lebor, d'autres de Mokhtar Bel Mokhtar, enfin des noms de cocktails, tu vois, des trucs... Après le Bloody Mary, le Mokhtar Bel Mokhtar, On the Caillou, enfin bref, c'est tout ça. Le gouvernement a de bonnes raisons de penser que les otages français sont toujours en vie. Je serais de la famille de ces otages, je me méfierais, parce qu'un gouvernement qui certifie la vie d'otages, mais qui est incapable d'authentifier la mort des responsables, c'est un moment... Je m'interrogeais, quoi. Quand on commence à s'interroger, on se dit que 4 soldats français morts au Mali, comme quoi c'est moins dangereux que la Corse. Rubrique femmes. Pourquoi pas? Alors cette semaine, encore un sondage où on demande aux Français quelle est leur femme politique préférée. 2 femmes au top, Christine Lagarde et Marine Le Pen, la gérante d'agence bancaire et la guichetière de la police des frontières. Alors ça s'explique, hein. Autant une Française qui a réussi à New York, ça impressionne, autant une Bretonne qui a échoué chez les ch'tis, ça attendrit. C'est médical. Hollande a réussi avec succès son examen biologique et médical. Alors, s'il fait tout comme Mitterrand, il a donc un cancer de la prostate. Marisol Touraine demande une enquête sur la cigarette électronique. C'est vrai qu'il y a des vrais sujets en France en ce moment. Ça. À quand le livre noir du SMECTA, le rapport annuel sur le talc. Alors moi, je peux déjà donner les conclusions de l'enquête. Hein. La cigarette électronique est moins nocive qu'une cigarette normale. Mais utilisée comme une pioche, elle peut causer la mort. Mobilité. Alors, grâce à un nouveau métro, on pourra se déplacer facilement d'une ville de banlieue à une autre sans passer par la capitale. Enfin, un geste pour l'économie parallèle. C'est un métro qui relie Saint-Denis au Blanc-Ménil. Il ne reste plus qu'à créer une station RATP à Fleury-Mérogis. Economics. Après la marinière, Arnaud Montebourg fait la promotion de la chaussette d'Alsace et publie une photo sur Twitter. Depuis sa rupture, il brasse. Hein. Il est, mixeur, marinière, chaussette... Plus que de redresser la France, j'ai l'impression qu'il postule à la Redoute, quoi. Justice. Une mère de famille condamnée pour avoir prénommé son fils né un 11 septembre Jihad. Alors elle dit que c'est un nom classique. Ben, c'est vrai, ben voyons, c'est un peu comme crucifix chez les catholiques ou nunchaku chez les japonais. Alors 2 bonnes nouvelles. Ah déjà! Par quoi on va finir? Alors oui, hier c'était la journée de la femme. Oui. On a donc 1 année pour l'oublier et s'en remettre. Et l'alcool tue 49 000 Français chaque année. C'est oublier un peu vite tous les gens qui ne seraient pas conçus sans lui. Oui. Alors, elle est pas belle, la vie? Bravo. C'était Gaspard Proust, que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr, vous pouvez suivre l'actu de l'émission et réagir sur Twitter via le compte Les Terriens et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Alors, docteur Marc Giraud, bonsoir. Vous êtes né le 5 mai 1957 à Paris, dans le 12e arrondissement. Votre père était ingénieur à l'aérospatiale et votre mère, vendeuse
dans un magasin de chaussures à l'Opéra. C'est ça. À la maison, l'éducation est stricte. Vous dites, je me faisais engueuler par ma mère quand j'étais 2e à l'école, et si j'étais 3e, j'osais à peine rentrer chez moi. Alors, vous êtes toujours 1er pendant vos études. Vous avez votre bac avec mention. Pareil pour vos études de médecine, c'est un sans faute. Pareil quand vous entrez dans la vie active. En quelques années, vous doublez le chiffre d'affaires du service urologie de la clinique Saint-Côme à Compiègne. Mais vous ne voyez pas grandir vos enfants. Exactement. Votre couple se délite. Et un jour, c'est la Ça séparation. explose. Ouais. J'adorais mon boulot, j'étais pris dans une spirale de records, de plaisir. Je prenais quasiment pas de vacances et j'ai pas vu venir le truc, quoi. Et 2 ans après, vous rencontrez Nathalie. Tout à fait. Et là, c'est le coup de foudre. Je passe 2 ans seul à me remettre parce que pour moi, ce divorce, c'est vraiment un drame. Et là, je découvre cette nana, je la trouve belle, mignonne, et je commence à avoir un flux qui passe. Alors, le 4 août 2002, vous rentrez en TGV d'une semaine en vacances dans la famille de Nathalie, dans la région de Narbonne. Vous êtes seul. Nathalie, qui est enceinte de 3 mois, profite encore un peu du soleil du sud. Il est minuit et demi. Vous descendez du TGV, vous remontez le quai, et soudain, une douleur atroce vous transperce la poitrine, vous étouffez, à un point tel que vous pensez avoir été victime d'une balle perdue. Mais comme un scud, je reçois 15 tonnes qui me passent sur la poitrine, et là, je m'écroule, j'en peux plus, je suis terrassé de douleur. Et là, ce qui est très très bizarre, c'est l'ignorance des gens, quoi. Les gens sont pressés, il est minuit et demi, c'est les vacances, ils continuent. Et là, moi, je suis là accroché à mon poteau, je me dis, mais je vais crever, quoi, c'est pas possible. Et là, une dame d'une 50aine d'années, assez classe, très gentiment, elle vient vers moi, elle me dit, ça va? J'ai dit, non, je fais un infarct, appelez les pompiers. Et à l'hôpital, on confirme effectivement infarctus du myocarde. Et là, vous réalisez, quand vous êtes sur le brancard, dans le couloir de l'hôpital, que pour la première fois, vous allez découvrir la médecine, non plus sur un plan vertical, mais sur un plan horizontal. Voilà, je me retrouve à OLP, avec plus rien, dans une salle glacée, 3 Antillaises qui me disent « Allez, il faut tout enlever, mon ami, il ne faut pas rester comme ça. » Là. Ils prennent toutes vos affaires, ils les mettent dans un sac poubelle. Dans un sac poubelle. Je me dis « Mais quoi, je suis réduit à un sac poubelle ?» Et mon portable dans le sac poubelle aussi. Je me dis « Non, mais c'est pas possible. » Et là, donc, vous leur dites pas que vous êtes chirurgien, pourquoi ? Parce que à chaque fois qu'on opère quelqu'un du métier, il y a un gag. Donc je la joue incognito. Et voilà. Alors le verdict, évidemment, artère archibouchée. Pendant des heures, il va falloir vous enlever les caillots un à un. Ça dure toute la nuit, Ça dure toute la nuit. Là, c'est hyper douloureux parce qu'à chaque fois qu'il débouche, ça réveille la douleur. Et là, c'est là vraiment où je découvre l'univers horizontal, quoi. Les fils électriques partout, la laisse qui colle au dos. C'est l'arroseur arrosé, quoi. Je suis là, je me dis, qu'est-ce qui se passe là? Et alors, soudain, vous sentez que la douleur de l'infarctus est en train de revenir. Tout à fait. Vos sens s'éteignent, un peu comme des lumières, l'un après l'autre. Et là, vous dites, je vole, je tourne, je me sens extrêmement léger, comme un apesanteur. Et puis d'un seul coup, il y a effectivement un tourbillon de toutes les couleurs qui tourne à toute vitesse et on se sent aspiré à toute vitesse vers ce trou. Et plus on est aspiré, plus on prend un pied, mais extraordinaire. Alors voilà, donc ce que vous êtes en train de dire, c'est génial, très important, mais Marc. C'est extraordinaire. Ce que vous dites finalement, c'est que mourir, c'est pas si désagréable que ça. Mais vous savez, je reprendrai une phrase d'Aznavour, ce qui est désagréable, c'est pas de mourir, c'est de ne plus vivre. Et ce qui est très bizarre, c'est que d'un seul coup, comme si quelqu'un avait rallumé l'interrupteur, on-off, tac, tout s'est rallumé, la lumière s'est rallumée, la douleur était réapparue, le matelas collant au dos est réapparu, et voilà. Et là, ils vous ont rattrapé, l'infirmière m'a dit, vous avez fait un arrêt cardiaque, ils étaient en train de m'injecter des produits, et il y a 3-4 chirurgiens qui sont arrivés, et je les sentais super angoissés, ils m'ont dit, là, vous venez de faire un arrêt cardiaque, on ne peut pas vous garder comme ça, on va être obligé de vous mettre un cœur artificiel. Et voilà. En attendant une transplantation cardiaque, on vous met un cœur artificiel, et là, très courageusement, vous décidez de reprendre le contrôle de votre look. Mettez un t-shirt, un petit boxer short, vous vous rasez, déodorant, parfum, tout ça. Vous êtes branché sur votre machine. Le cœur artificiel, à cette époque-là, il y a 10 ans, c'était gros comme une machine à laver la vaisselle, avec un tube qui rentrait dans mon ventre, qui allait jusqu'à mon cœur, et un autre qui sortait.
Et là, bon, on a 1 mètre d'autonomie entre la machine et tout. Et c'est vrai que là, je me dis, bon, je peux pas rester dans cette situation avec cette camisole de l'assistance publique jaune pisseux. Donc, je dis à ma femme, tu me ramènes des t-shirts, tu me ramènes des shorts, petite bouteille de Bordeaux, on sait jamais, ça peut quand même aider. Ah ouais. Strictement interdit en réa, mais bon, on la planque sous la blouse et voilà, quoi. Et alors Nathalie, donc elle vient, et c'est des moments de grand bonheur quand elle vient, parce que vous allongez l'un près de l'autre avec votre machine, vous. Alors, la santé va mieux, le cœur renvoie 40% de votre sang vers les organes, la moyenne c'est 75, et vous étiez tombé à 10. Oui. Donc vous êtes à 40, l'objectif c'est 60, bon ben voilà, ça commence, vous dites la pompe quoi, commence à retravailler. Et puis un jour, on débranche le cœur artificiel et on vous envoie dans un centre de rééducation cardiaque. C'est sinistre parce que je suis entouré de petits vieux. Ils ont tous 65, 70 ans. Moi, j'ai 45 ans, j'ai la pêche. Et ce qui me déprime, c'est que moi, je décline. Ouais. Alors, pour vous changer les idées, vous décidez de rentrer dormir chez vous, c'est incroyable. J'avais remarqué qu'entre 8h30 du soir et 8h30 du matin, il n'y avait aucune infirmière qui passait. Donc je planquais un truc sous mon oreiller pour faire croire que j'étais là, et puis je me cassais par la porte de secours, et je revenais le matin en pyjama. Mais effectivement, sans m'en rendre compte, toujours dans l'espoir que j'allais guérir, mon cœur se dégradait, et finalement... Là, vous êtes à 30% de fraction d'éjection, donc votre cœur renvoie 30% du sang dans les organes, ce qui n'est pas beaucoup, mais vous voulez rien entendre. Non. Vous prenez 2 billets pour aller passer un week-end à Djerba le 1er novembre, et quand la fille de l'agence de voyage vous dit, vous voulez une assurance annulation, vous dites non, c'est pas la peine. Non, pourquoi non. Pourquoi voulez-vous une assurance? Pas nécessaire. Finalement, les médecins vous interdiront d'y aller. Et le jour où vous deviez être à Djerba, vous faites un œdème du poumon. Et là, je suis réhospitalisé en urgence. Et là, je me retrouve 3 mois plus tard, à la case départ, et 3 mois où j'avais tout fait pour ne pas être transplanté. Parce que pour moi, être transplanté, c'était devenir un handicapé. C'était ne plus être comme un vase cassé. J'avais l'impression que je serais le même. Quoi. Il y a une cardiologue qui s'appelle Maria, qui a 30 ans, qui est douce, qui est calme, et qui vient vous parler de la transplantation, et elle s'assoit sur le lit. Et là, vous avez une prise de conscience. Vous vous remémorez tous les patients que vous avez brusqués, bâclés, choqués. Cette Maria m'a appris beaucoup de choses, parce que elle m'a appris à prendre... Je crois qu'on peut dire beaucoup de choses aux gens. Et j'ai appris à dire la vérité aux gens. Il faut vraiment dire la vérité, mais il y a la façon de le dire. Et surtout, il faut prendre le temps de le dire. Alors, c'est vrai que le fait de s'asseoir, c'est un détail. Mais quand on est debout avec une blouse blanche, entouré de 3 infirmières, on est dominant par rapport au pauvre malade allongé dans son lit, mal rasé, sale. Et moi, elle a eu une phrase magique. Elle m'a dit « Tu vivras comme avant ». Donc, vous finissez par accepter la greffe. Il faut dire que vous avez 5 de tension quand même. Là, j'étais un Bouddha mais maigre. J'étais recroquevillé dans mon lit. Et là, il y a un truc formidable. C'est votre petite fille qui vous dit « Mais papa, si on te change ton cœur, est-ce que tu m'aimeras toujours ?» Je trouve ça génial. Ça, c'est une phrase magique, effectivement. On vous opère, on vous change le cœur. Au réveil, comme vous êtes un professionnel, vous regardez, vous avez 14,9 de tension. Là, je me dis, c'est gagné. Tout va bien. Et donc, en fait, vous apprendrez que vous avez le cœur d'un jeune motard de 27 ans qui s'est tué sur le périphérique. Vous cherchez à le retrouver. Alors, c'est une question importante que vous soulevez parce que, effectivement, vous savez que le don d'organes est normalement anonyme. Et là, en fait, j'ai su par hasard, par un collègue qui a prélevé les reins de cette même personne, que c'était un motard de 27 ans. Voilà. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup interpellé. J'ai souvent pensé au film 21 grammes, vous savez, où Sean Penn essaye de poursuivre et finalement on couche avec la femme de son donneur. Et moi, j'avais vraiment envie de savoir. Alors, c'est une envie qui est très particulière, c'est simplement pour dire merci. Parce que c'est quand même un don magique, ce don de la vie. Vous savez, c'est Michel-Ange, les 2 doigts, c'est une bougie qui allume une autre bougie. Et j'avais vraiment envie de simplement de dire merci. J'ai continué ma vie. Aujourd'hui, donc, vous avez le cœur d'un jeune homme de 27 ans dans le corps. Donc je ne sais pas quel âge j'ai. J'ai 2 anniversaires. Quelle impression ça fait alors? On s'y fait, mais au départ, on a vraiment l'impression d'être un hybride. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression, vous savez, le cœur, ça bat. Je me suis retrouvé des fois dans des situations très émouvantes où le cœur battait en décalage par rapport à moi.
Mais je ne veux pas plomber l'ambiance, mais Non, une fois non. que c'est transplanté, ça fonctionne. C'est magique. Et ça a été pour moi une résurrection. Il n'y a plus de rejet possible. Ah si. Ah. Je dois vivre maintenant en permanence avec des anti-rejets. Et si je ne les prends pas pendant 2 jours, je suis mort. Oui. D'ailleurs, quand vous avez arrêté les anticoagulants, vous avez fait une rechute d'infarctus. Ah, ça, c'est terrible. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'avec un nouveau cœur, il a fait une rechute. Et là, ça va Là, nickel. Marc, vous touchez. Oui, c'est bon. Attention, vous sentez mon cœur là? Ah oui, c'est sûr. qu'est-ce que cette expérience a changé chez vous, finalement? Tous les jours, je suis content d'être en vie. En plus, vous savez, quand on est transplanté, on a une durée de vie qui est plus courte. Donc moi, je ne capitalise pas pour ma retraite, hein, c'est pas la peine. Hein. Donc, je profite vraiment du moment présent. Pourquoi Alors, plus courte? Qu'est-ce que vous risquez? on risque plus de rejets, on risque plus de cancer, on est fragile. Hein. Alors, Marc, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens? Par exemple, cet infarctus, vous l'avez eu pourquoi? Vous fumiez? Vous aviez du cholestérol? Ah non, rien. Rien. Et justement, les chercheurs de la Pitié sont en train de regarder pour voir si j'ai pas une malformation. C'est des histoires, c'est non? très Elle émouvant. est magnifique cette histoire. La phrase de votre fille, ça c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Ouais. Papa, est-ce que si on te change ton cœur, est-ce que tu Magnifique. m'aimeras toujours? Vous l'aimez toujours, votre fille? Ah bah je l'adore. Merci de votre témoignage. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Virginie Efira, 20 ans d'écart, actuellement à Salle, et ça marche très bien. Oui. Et vous devez y aller. Jean-François Kahn pour l'invention des Français chez Fayard, Frédéric Lefebvre, conseiller régional d'Île-de-France, et bientôt, on vous le souhaite, député des Français de l'étranger. Stéphane de Groot dans le supplément sur Canal tous les dimanches et puis sur scène dans Le Prénom à Bruxelles. Alexis Corbière, secrétaire national du Parti de gauche, et Marc Géraud pour À cœur perdu aux éditions La Part. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr, avec en bonus le top des vannes, l'édito de Blacko, l'édito des Gréments et Gaspard Proust. Salut les terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.